Nouveau projet. Donc ça va être en frêne. Pourquoi une nouvelle vidéo encore de plateau et de table? Parce que souci, c'était pour vous montrer l'assemblage par fausse languette. Donc on va faire les plateaux normaux et après on va faire du rainurage, fausse languette et assemblage pour que le plateau ne se déforme pas. Ça changera des assemblages lamello ou domino. On va enlever le cœur parce que ça c'est du quartier, donc c'est du beau bois pour faire des tables, ça travaille pas. Donc on va supprimer la fente centrale, supprimer l'aubier, raboter les gauchis, assembler. Et pour le pied, on les aura dans la continuité de ce plateau, sur les protés, avec une coupe à 45. Ici, je ferai un assemblage fausse languette sur le plateau, et sur les assemblages latéraux, soit fausse languette, mais à 45, ça va être un peu difficile. Donc je pense que je vais faire domino pour la structure, et lamello sur l'assemblage, comme ça elle sera... Donc voilà, là je vais avoir mon plateau, et là, ici, sur le morceau restant, je vais avoir les pieds, j'ai débiterai après. Hop là. On va passer donc au décossichage et rabotage, on va mettre tout à la même épaisseur. Donc maintenant que j'ai un bord droit, que je viens de faire avec le rail, je vais pouvoir déligner l'aubier parallèlement la largeur. Une fois que j'ai la largeur, on décale bien ce guide, comme ça on le met à la moitié de la lame, ce qui va permettre que quand on va déligner, le bois risque de s'écarter ou de se resserrer, et il sera plus tenu latéralement, mais vu qu'il sera coupé, c'est pas grave, mais par contre ça permettra de dégager la pièce sans risque de pincement. Donc du coup, j'ai fini le débit. Donc j'ai des longues pour le plateau et des plus courtes pour le pied. Donc j'ai fait ça parce que je préfère faire les pourtours un peu plus petits. Ça fait plus de manipulation au coloriage, mais par contre, on perd moins d'épaisseur. Et comme je veux une épaisseur de 36 avec des plateaux en 40, il me faut pas trop long, parce que sinon je vais perdre trop sur la déformation des bois. Donc on va passer maintenant donc au dégauchissage et rabotage. Donc là maintenant, donc c'est dégauchi, raboté. On va choisir donc le dessin et l'ordre des bois. Donc c'est que pour un plateau, il faut qu'il soit bien orienté au niveau des sens des fibres de bois, pour éviter qu'il travaille. En sachant que ça tire au cœur, et du coup, et dos au soleil. Donc dos au soleil, ça veut dire que ça bombe du côté, voilà,
tac, là ça va bomber, là ça va tirer ici, ça va tirer ici. Et voilà, là c'est du quartier, donc il n'y aura pas de problème. Je les ai mis quand même en opposition, même si ici il y aura peu d'efforts par rapport au sens des fibres. Celui qui va travailler le plus, ça va être celui-là et celui-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Comme ça, il va être emprisonné entre deux. Il devrait moins travailler. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bomber très légèrement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là, parce que c'est le dessus du plateau. Celui-là, il va tirer vers ici, mais il va être en opposition avec celui-là. Et le bord est en quartier avec un sens de bois comme ça. Donc celui-là, il va très peu travailler. C'est pour ça que je l'ai mis au bord. Donc ça, c'est pour le piétement. Et ensuite, pour le plateau, j'ai procédé la même chose. Celui-là, il va travailler, c'est obligé, mais je l'ai mis au bord parce que comme je vais recouper la largeur à la fin, normalement, le nœud devrait sauter et le défaut qu'il y a aussi au bout. Donc ça, c'est important. C'est avant de commencer les usinages, c'est bien vérifier les états de surface. Par exemple, celui-là, il a un défaut. Il a un nœud travers, enfin une branche qui a pourri à l'intérieur. Donc ça, c'est au centre, ça va pas bouger. Mais bien sûr, je le mets dessous, ça se verra pas. Pareil, si vous avez des nœuds comme ici, là j'ai un nœud, je le mets à l'intérieur, ça se verra pas, et à l'extérieur, il sera propre. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a choisi le sens, après, on va pouvoir faire les marquages pour savoir où c'est qu'il faut faire les rainurages pour pas se tromper. Donc moi ce que j'utilise, si je trouve, voilà. Donc moi ce que j'utilise pour pas me tromper, c'est qu'on va faire des rainurages pour faire la fausse languette, parce qu'il existe différents types d'assemblage. Il existe les dents de scie, les fausses languettes. Donc ça c'est pratique parce que ça ne change pas la largeur de votre plateau, étant donné que on va ajouter une pièce à l'intérieur, donc la dimension reste la même. Par contre, les assemblages dents de scie ou les différents fausses languettes, feuillures ou autres, va vous réduire d'autant la largeur du plateau à l'usinage. Donc moi, c'est pas le but parce que j'ai plus de bois j'ai plus de frêne en cette épaisseur. Donc le but, c'est d'avoir le maximum de largeur. Donc je vais utiliser la fausse languette. Et pour pas me tromper, parce qu'il faut pas que je fasse une fausse languette sur la face visible, je prends une craie et je marque les endroits où il faut faire les usinages, comme ceci. Donc c'est tout simple, c'est entre chaque lame, hein, sauf celle-ci, pour pas me tromper. Et après, on peut faire des signes d'établissement aussi, pour pas se tromper dans le sens des bois, ou on peut faire des marquages A, B, BC, DE, EF. Ça, après, chacun utilise ses marquages. Il existe des établissements référencés si c'est des montants des traverses ou autres. Ça, je vous laisse le soin de les chercher sur Google. Il existe des dizaines de choses. Celui qui marche est celui que vous comprenez vous-même, surtout si vous travaillez seul. Si vous travaillez à plusieurs dans un atelier, après, il faut avoir le même type d'établissement en fonction des agents que s'il y a quelqu'un qui prend votre chantier en cours, qui sache qu'est-ce qu'il faut faire. Mais bon, moi, je suis tout seul, donc j'arrive à me rappeler de ce que j'ai fait. Donc après, moi, ce que je fais, c'est un tout simple. Voilà, et en fait, quand on va remettre les morceaux ensemble, il faut reproduire cette forme. Voilà. Après, chacun utilise ce qu'elle veut. Des fois, j'utilise 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et je sais qu'il faut remettre les paires ensemble. Donc voilà, j'ai mis un disque à rainurer. Je l'ai réglé donc avec ma règle de toupilleur. Donc mon bois fait 32 d'épaisseur, donc je vais faire une rainure, je vais laisser 10 en haut, 10 en bas, et ça va me faire une rainure de 12 du coup. J'ai marqué ici le début et la fin de la rainure pour pas qu'elle soit débouchante. Ça fait que comme ça, sur les bouts des bois, quand je les aurai coupés, on verra pas qu'il y a une fausse languette à l'intérieur, ce qui fera plus propre sur du massif. Donc maintenant, je vais mettre les EPI et on va procéder à l'usinage. Donc je viens de faire toutes les rainures arrêtées. Il y a un petit décalage parce qu'en fait j'ai dû la faire en 2 fois parce que mon outil n'était pas assez haut. Donc j'ai fait une rainure de 12 et 14 de profondeur.
Voilà. Donc sur toutes les faces, je me suis pas trompé, la face extérieure n'a pas de rainure et les faces intérieures non. Donc maintenant on va faire la fausse languette. Donc du coup il me faut faire une fausse languette de 12 d'épaisseur et en largeur il me faut donc 14 plus 14 moins 2. Donc ça va faire 26. Donc je vais faire des petites languettes de 26 par 12. Je laisse toujours un peu de jeu au fond parce que quand le bois va dilater comme ça, même si c'est collé, ça pourra jouer et éviter normalement de craquer et de faire des fentes sur le plateau. Donc je vais faire les languettes avec vous. Donc pour les fausses languettes, vu que c'est du bois qui va être collé à l'intérieur, ça se verra pas. J'utilise les chutes de délignage en fait des plateaux. Et là je vais retailler du coup mes fausses languettes de 26 par 12. Donc j'en ai pas mal, normalement ça devrait suffire. Donc on va débiter toutes les chutes et après on les rabotera pour les recalibrer pile poil aux bonnes dimensions. Donc voilà, donc ça c'est les chutes de délignage. Donc maintenant on va les trier. Celles qui sont parfaites. Celle-là, elle a un tout petit peu d'écorce. Ça sera pas gênant. Par contre, celle-là, elle a beaucoup trop d'écorce et elle n'a pas la bonne épaisseur au bout. Donc ça, on va l'épurer. Par contre, j'ai plus que la moitié qui est utilisable. Donc là, on va faire ça à la scie radiale. Ça va aller vite. Là, je vais épurer le bout. Donc j'ai préparé le collage. J'ai mis du papier craft en rouleau. C'est pas très cher pour protéger l'établi du collage. J'ai préparé mes presses et j'ai fait le montage à blanc pour vérifier que mes fausses languettes puissent bien rentrer dans la rainure. Donc je les ai ajustées. Avec la colle, ça va combler les trous, ça va faire un petit peu gonfler la languette et ça va parfaitement s'ajuster. Et on va passer au collage. Donc là j'utilise de la vinylique toute simple, prise lente pour l'assemblage pour pas être trop stressé. Et donc du coup, je nettoie la rainure, parce qu'il y avait les petits coups, et on va pouvoir enduire de colle. On va faire les coupes à onglet. Donc pour la coupe à onglet, ce que j'utilise moi, c'est l'équerre de rail Taiga Tool. C'est très pratique, c'est fait en CNC. Je l'ai acheté bien sûr. On la glisse dans le rail, il y a juste à verrouiller et serrer. Et là, je suis sûr d'être parfaitement à 90 degrés. Et pour venir embuter, puisque je peux pas mettre de serre-joint, je reprends cet accessoire-là et je vais venir compresser contre l'équerre. Et ça marche parfaitement. Donc je viens me mettre sur mon bois. Donc voilà, j'ai mes deux pieds. Là on voit l'assemblage de fausse languette, donc ça fait une belle coupe de vérification. J'avais mis 1 mm de moins
largeur de languette que la rainure pour que ça puisse jouer. Et on voit qu'il y a 0,5 ou 1 mm en fonction de comment la languette s'est positionnée. Mais on voit que parfois, par contre, c'est parfaitement jointif sur la partie haute et basse. Donc là, je vais utiliser un déclameur qu'on appelle, donc c'est le système d'assemblage. Il faut une machine spécifique. Après, vous pouvez assembler bien sûr avec des dominos ou avec des tourillons. Si vous n'avez pas de machine, vous faites des trous à 45, enfin perpendiculaire, perpendiculaire. Ici pareil. Et après, on vient assembler avec du serre-joint. Ça marche très bien avec des tourillons. Moi, j'utilise les machines que j'ai parce que c'est plus rapide et plus précis. Mais après, bien sûr, c'est faisable avec d'autres machines. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des machines spécifiques. Moi, je m'en sers régulièrement, donc c'est pour ça que je l'ai. Donc, là, je vais utiliser donc la lamello. Je vais utiliser mon établi donc avec une fixation verticale. Ça sera beaucoup plus facile pour travailler. Et sur ma lamello, la semelle permettant de faire les assemblages à 90, non à 45, en ayant comme référence la pointe de l'angle. Comme ça, je vais avoir la surface ici et la surface ici parfaitement alignée. Et l'avantage en plus, c'est que si je lâche la machine, ça tient tout seul. La seule chose à vérifier, c'est que la lame, quand elle sort, ici là, on la voit, ne dépasse pas bien sûr sur l'autre côté. Donc c'est pour ça que j'ai descendu la référence au plus bas pour que la lame soit sûre de ne pas sortir. Voilà. Donc du coup, j'ai fait les usinages. Hop. Là, ce qui reste à faire, c'est les trous pour pouvoir serrer avec la clé Allen. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire les trous sous le plateau, parce que sur les pieds, ça peut se voir. Sous le plateau, il faut vraiment le mettre dessous pour le voir. Donc j'ai réglé les butées. Donc ça, c'est juste un guide, en fait, qui va permettre de percer au bon endroit. Donc voilà, donc je vais faire le collage. Donc je vais prendre la colle polyuréthane qui a une bonne résistance. J'ai scotché, comme ça j'aurai pas besoin de trop nettoyer le bois dans l'angle intérieur parce que c'est pas facile à nettoyer. Donc avec le scotch ça sera beaucoup plus facile. Donc je viens relever maintenant que j'ai mis la colle. Et là vous allez voir, c'est pour ça que je vous ai repositionné. Donc là je mets bien la fleur latéralement et je viens serrer. Et le fait de serrer permet de rapprocher le bois dans sa position définitive. Donc voilà, on est 1 heure après. Ça a séché. Grâce au scotch, ça n'aura pas taché le bois. Donc je passe juste un coup de cutter. Donc j'ai quelques tout petits défauts de nœuds. Donc j'ai récupéré la poussière la plus fine que j'avais et j'ai ajouté du lit en bois. Donc l'avantage du lit en bois, c'est que ça modifie pas la couleur. Si vous faites ça avec de la colle à bois vinylique, ça, si c'est des bois tanniques, ça va devenir noir et ça sera pas très beau. Alors que là, avec le lit en bois, je fais une sorte de pâte à bois, je vais me boucher les trous et une fois sec, je poserai et ça sera exactement la même teinte que le bois, puisque j'ai récupéré la poussière de ce bois. Donc voilà. Donc le lit en bois est beaucoup mieux que la colle à bois.
passer le Rubio, je passe toujours ça, ça capture toutes les poussières et ça fait que le Rubio s'applique mieux. Donc pour ça c'est tout simple, j'en mets un peu sur un chiffon et je passe partout. Et donc ça capte les poussières. Voilà, comme on peut le voir, ça a capté plein de salissures. Et sur le frêne, moi j'aime bien utiliser, c'est ça, c'est soupçon de blanc. Ça permet en fait de conserver la couleur du frêne. Ça fait un léger cirrusé, mais ça le jaunit pas, ça fait pas miel après. Un aspect miel que j'aime pas trop sur le frêne. Donc pour vous montrer, voilà. Donc là il y a du Rubio, là il n'y en a pas. Donc en fait c'est très proche, ça ne colore pas. Et c'est ça que j'aime bien avec le soupçon de blanc, c'est qu'il n'y a pas de coloration miel.